Sénatrice, Taïwan et la mer de Chine méridionale sont-ils des enjeux de sécurité nationale pour les États-Unis? Si oui, pourquoi? Je suis désolé. Pourriez-vous répéter la question? Taïwan et la mer de Chine méridionale sont-ils des enjeux de sécurité nationale pour les États-Unis? Et si oui, pourquoi? Ou de quelle manière? Je vais être honnête. Je ne siège pas à la Commission de la sécurité nationale. Je ne suis pas très informé sur les questions de sécurité nationale, donc. Mais je soutiens l'armée. Mon frère a été dans l'armée de l'air pendant 33 ans. Donc je ferai tout ce que je peux pour soutenir l'armée. Les gens en ont fait toute une histoire. Et je me demande combien de personnes, dans le pays, si je leur donnais une carte, pourraient situer Taïwan. Je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup. Et pas seulement, je veux dire dans tout le pays, sans même parler de la Caroline du Sud. C'est vrai. Je pense que vous avez raison à 100%, Sean. Voici mon point vidéo de ce vendredi après-midi, le 21 août, depuis Larnaca, à Chypre. Parlons de quelques nouvelles et commençons avec The Atlantic et un article qu'ils ont publié hier sur l'opération M&M's de l'Ukraine. L'Ukraine prévoyait de submerger les aéroports de Moscou avec des drones guidés par intelligence artificielle. Cette opération, aujourd'hui au point mort et baptisée M&M's, visait à isoler les élites russes et à contraindre Vladimir Poutine à négocier une trêve. L'opération M&M's. Je n'invente rien. On a eu l'opération Forrest Gump. Maintenant, on a l'opération M&M's. Et l'opération M&M's est très très vicieuse. Laissez-moi vous dire en quoi consistait l'opération M&M's. C'était l'idée, selon The Atlantic, de l'ancien ministre de la Défense Fedorov. Même si le Gobelin vert a bien donné son feu vert à cette opération. En gros, l'Ukraine devait utiliser plus de 1000 drones par jour, un SM de drones, d'où le nom de code M&M's, pour submerger les défenses aériennes russes et frapper les principaux aéroports de Moscou. On parle de Domodedovo, Vnukovo, Sheremetyevo. Voilà ce qu'était l'opération M&M's. Et l'idée derrière cette opération, c'était que l'élite russe, c'est elle qui voyage avec des compagnies comme Emirates ou Turkish Airlines. Et si l'Ukraine pouvait fermer les principaux aéroports russes, les frapper, cela empêcherait les élites de voyager. Elle ferait alors pression sur le président russe, Vladimir Poutine, pour qu'il capitule. Je n'invente rien. Je n'invente rien de tout ça. C'était la logique derrière l'opération M&M's. Ces drones seraient guidés par l'IA et utiliseraient une technologie de comparaison cartographique. Cela devait permettre d'échapper au brouillage russe. Concrètement, ou plutôt, ce que cela aurait signifié, c'est que l'ESM de drone, chaque drone de l'ESM, aurait reçu ses cibles à l'avance, des photos et des informations sur la cible qu'il devait frapper. Et il n'y aurait aucun guidage humain, aucune intervention humaine. Ce serait entièrement laissé à l'IA. Ces appareils auraient leur cible, ils seraient envoyés vers Moscou, et ce serait tout. Une opération très grave, très dangereuse. Je pense que disposer d'armes utilisant l'IA, uniquement l'IA, sans aucune interaction humaine, pour frapper des cibles, est un crime de guerre. Cela pourrait être considéré comme un crime de guerre. Et Zelensky, selon The Atlantic, hésitait à donner son feu vert à l'opération M&M's. Il craignait, selon les sources de The Atlantic, si vous voulez les croire, que cela soit considéré comme un acte de piraterie. Frapper des avions de ligne civile, s'en prendre aux aéroports de cette manière, en utilisant une technologie guidée par l'IA. Mais selon The Atlantic, par désespoir, ce sont les mots exacts employés par The Atlantic, par désespoir de Zelensky de voir la Russie et Poutine capituler, il a donné son feu vert à l'opération M&M's. Et tout cela a été supervisé par l'ancien ministre de la Défense, Fedorov. Selon cet article, Fedorov a même obtenu le financement et le soutien des partenaires européens de l'Ukraine. Et le plan,
l'opération a progressé au point de recevoir un nom de code, M&M's. C'est dire à quel point cela avait avancé. Ensuite, lorsque Fedorov a été limogé, l'opération a été mise de côté. Mais l'article poursuit en disant qu'il y a en Ukraine des personnes, peut-être des responsables ukrainiens, des militaires ukrainiens, qui essaient de convaincre le nouveau ministre de la Défense de poursuivre ce plan, l'opération M&M's, visant à frapper les aéroports russes. What a crazy freaking plan. Quel plan complètement dingue. Absolument dingue. Et s'ils le faisaient, et quelque chose me dit qu'ils vont aller de l'avant avec cette opération. Quelque chose me dit que cette affaire n'a pas été abandonnée et qu'ils vont poursuivre l'opération M&M's. Mais s'ils faisaient ça, ou quand ils s'apprêteront à mener cette opération contre les aéroports, cela entraînera des représailles catastrophiques de la part de la Russie. Vous imaginez si cette TSM de drone frappe réellement les aéroports, au point de toucher des avions de ligne. Bref, voilà l'opération M&M's. Je ne sais pas quoi dire de plus là-dessus. Cela donne vraiment à Fedorov l'air d'un psychopathe. Absolument, ça le fait passer pour un psychopathe. The Atlantic essaie de couvrir Zelensky. Zelensky me rappelle Obama, d'une certaine manière. Tout le monde et tout servait à couvrir Obama. Obama était très fort pour que rien ne lui colle à la peau. Tout était imputé à tous ceux qui l'entouraient. Zelensky bénéficie de ce genre de protection. Et donc, The Atlantic essaie de couvrir Zelensky en disant qu'il avait des doutes et des hésitations, mais par désespoir. Pourquoi est-il désespéré, The Atlantic? Vous nous dites que l'Ukraine a gagné, qu'elle est en train de gagner, et que la Russie s'effondre. Alors, pourquoi Zelensky serait-il désespéré? Répondez-nous là-dessus, The Atlantic. Absolument, tous les plans de l'Occident collectif sont une sorte de coup de la dernière chance. Ils n'ont plus aucune stratégie militaire, aucun plan rationnel, pragmatique, aucun plan militaire pour affronter la Russie. Tout ce que l'Occident collectif, l'OTAN, les États-Unis, l'Ukraine, tout ce qu'ils proposent, c'est une putain de passe de la dernière chance. Quelque chose de si énorme, si outrancier, si fou, si provocateur, si dangereux, que si ça marche, cela mènera à la capitulation de la Russie. Voilà donc l'opération M&M's. On peut passer à la suite. We can now move on. I don't think I have anything else to add to that. Je ne pense pas avoir autre chose à ajouter là-dessus. Passons au journal allemand Die Welt. Die Welt rapporte que des soldats ukrainiens qui se trouvaient en Allemagne pour y être entraînés avant d'être envoyés sur la ligne de front se sont échappés. Ils indiquent qu'environ 80 hommes ukrainiens envoyés dans des camps d'entraînement en Allemagne ont disparu, introuvables, sur un total de 5000. S'ils sont arrêtés, ils ne bénéficieront d'aucune protection de l'Union européenne. Donc, pas d'asile, pas de statut de réfugié, ni rien de ce genre, parce qu'ils ont été envoyés en Allemagne pour s'entraîner, puis être envoyés sur la ligne de front. Et ces hommes ne voulaient manifestement pas aller sur la ligne de front. And these men obviously did not want to go to the front line. They did not want to fight for. Ils ne voulaient pas se battre pour le Gobelin vert et pour l'Occident collectif. Ils ont donc réussi à s'échapper de ces camps d'entraînement. Des soldats ukrainiens désertent pendant leur formation en Allemagne. Plusieurs centaines de cas, selon Die Welt. Beaucoup de déserteurs en Ukraine ne se sont pas portés volontaires pour l'armée. Ils ont été recrutés de force lorsqu'ils ont été envoyés suivre une formation sur le terrain militaire d'Altengrabov, en Saxe-Anhalt. Ils ont saisi l'occasion pour s'échapper. Ils ont saisi l'occasion pour s'échapper, écrit Die Welt. L'article poursuit en disant que l'Ukraine trouvant désormais très peu de volontaires pour combattre la Russie, un nombre croissant d'hommes inexpérimentés qui ne veulent pas se battre sont appelés sous les drapeaux.
Ceux qui ne veulent pas se battre sont enrôlés de force. Qu'essayez-vous de nous dire, dit Welt? Que l'Ukraine manque d'hommes. C'est ça que vous essayez de nous dire. Je croyais que l'Ukraine gagnait, dit Welt. Je croyais qu'ils gagnaient. Et maintenant, vous nous dites qu'ils trouvent des hommes, qu'ils attrapent des hommes qui ne veulent pas se battre, et qu'ils les envoient en Allemagne pour recevoir une formation avant de les envoyer sur le front, là où ils ne veulent pas aller et où ils ne veulent pas mourir. Alors, ils choisissent de s'enfuir, même si s'ils sont attrapés, ils seront envoyés sur le front. Et ils risquent aussi la prison selon la loi ukrainienne. 12 ans pour désertion. 12 years for desertion. So an interesting revelation from Die Welt. Donc, une révélation intéressante de Die Welt. L'Ukraine a du mal à trouver des volontaires. Le journal allemand admet ouvertement que le régime Zelensky force des hommes à aller sur le front, en les envoyant d'abord en Allemagne, puis au front. Sending them to Germany first, and then they go to the front. The EU, human rights, the European Union, Germany, L'Union européenne, human rights. les droits de l'homme. L'Union européenne, l'Allemagne, les droits de l'homme. Tout le monde. Being forced Où sont les droits de l'homme de ces hommes qu'on force à aller au front pour combattre dans une guerre qu'ils ne veulent pas faire? Alors, Ursula a publié sur X que la Russie est en train de perdre. on X. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas entendu von der Leyen. Elle s'est faite très discrète. Stunning and Brave a aussi été extrêmement discret. Stupity Stoop, lui aussi, très discret. Mais Ursula a enfin rompu le silence, puisqu'elle a publié sur X que la Russie perd la guerre qu'elle a déclenchée. Elle a aussi déclaré, et elle riposte en visant des civils et des infrastructures civiles. Nous travaillons avec les États membres et nos partenaires pour soutenir les capacités antimissiles balistiques de l'Ukraine, afin que l'Ukraine ait les moyens d'empêcher des pertes de vies humaines. C'est la priorité la plus urgente. Plus d'argent, plus d'armes, ou essayer d'obtenir davantage d'armes pour l'Ukraine, mais surtout, davantage d'argent pour protéger l'Ukraine. Et bien sûr, elle doit dire que la Russie perd. Elle ne peut pas dire que la Russie gagne. Ça ne corrobore pas être sa première phrase dans ce message. Donc, après de nombreux jours de silence, elle doit commencer par « La Russie perd ». Ne croyez rien de ce que vous lisez dans The Atlantic sur le désespoir du gobelin vert. Ne croyez rien de ce que vous lisez dans Die Welt sur le fait que l'Ukraine manque de volontaires, manque d'hommes et force des hommes à partir en Allemagne. Et ces hommes qui vont en Allemagne pour être formés, ils s'échappent. N'écoutez rien de tout ça. La Russie perd, selon von der Leyen. Et l'ancien ministre de la Défense, d'il y a très très longtemps, au début de l'OMS, Reznikov, vous vous souvenez de lui? Reznikov vit aux États-Unis. Je pensais qu'il était ambassadeur d'Ukraine au Royaume-Uni. Il est parti un petit moment au Royaume-Uni comme ambassadeur. Puis Zaloujny, je crois, l'a remplacé. Enfin bref, Reznikov vit aux États-Unis. Et il a récemment donné une interview dans laquelle il dit qu'il est temps que l'Ukraine mobilise les femmes. Il est temps que les femmes aillent dans l'armée, qu'elles le veuillent ou non. Reznikov cite le modèle israélien, où les hommes comme les femmes doivent faire leur service militaire. C'est ce que Reznikov a dit à l'intervieweur. Mais il affirme que tout cela relève de l'égalité, de l'équité et de l'égalité, ainsi que du fait que l'Ukraine est à court d'hommes. Et donc, si vous n'avez plus d'hommes, il est temps de prendre les femmes. C'est ce qu'a déclaré l'ancien ministre de la Défense dans cette interview. Voyons si je peux retrouver une citation de Reznikov. L'égalité entre les sexes signifie que les femmes doivent aussi servir dans l'armée. Elles peuvent occuper de nombreux postes à l'arrière et dans la logistique, ce qui libérerait des hommes pour qu'ils se rapprochent du front. Il a cité Israël comme modèle.
où les femmes servent aux côtés des hommes face à des menaces similaires. Donc, c'est Reznikov, le premier ministre de la Défense au début de l'opération militaire spéciale. C'est ça. Je crois que l'Ukraine a eu 4 ministres de la Défense, peut-être 5, depuis le début de l'opération militaire spéciale. Reznikov est parti tôt. Il a été malin. Il a fait une Audi 5000 très tôt. He was smart. He was Audi 5000 way early. Now he's living it up in the USA. Maintenant, il profite de la vie aux États-Unis. Alors, changeons de sujet et parlons du jour J économique. Le jour J économique contre l'Iran que Trump a annoncé hier. Scott Bessent a dit qu'une grande partie de cela dépendait de la Chine. La Chine doit adhérer au jour J économique parce que selon Scott Bessent, elle veut elle aussi que le détroit d'Ormuz reste ouvert. Il est dans l'intérêt de la Chine de se joindre au jour J économique, d'étrangler l'économie iranienne et de forcer l'ouverture du détroit d'Ormuz. C'est en gros ce que Bessent a dit hier. C'était l'extrait vidéo d'ouverture de mon émission d'hier. Mais nous avons une réponse chinoise au jour J économique de Trump qui dépend absolument de la Chine. Trump's economic D-Day, which absolutely depends on China. 100% depends on China. And China. Cela dépend à 100% de la Chine. Et la réponse de la Chine, c'est non merci. Non merci. Nous ne sommes pas intéressés par votre D-Day économique. L'ambassade de Chine à Washington a déclaré au sujet de l'Iran que les sanctions et la pression ne contribuent pas à résoudre le problème. Reuters a cité un porte-parole de l'ambassade de Chine à Washington qui a déclaré « La Chine appelle les parties concernées à agir de manière responsable et à résoudre la question par des moyens politiques et diplomatiques. » Voilà donc la réponse de la Chine. Elle ne soutient pas le D-Day économique de Trump, ce qui veut dire que ce D-Day est terminé. C'est le D-Day. C'est fini. Il n'y aura pas de D-Day sans la Chine. So Scott Bessent was speaking to reporters yesterday and Scott Bessent s'adressait donc hier aux journalistes et il ne paraissait pas très confiant quant à la situation économique aux États-Unis, ou du moins quant au prix du pétrole, un sujet que nous pensions que Bessent maîtrisait. Il était chargé de gérer le prix du pétrole pour éviter qu'il ne monte trop haut, car il faut maintenir le prix du pétrole à un niveau relativement bas, au moins en dessous de 100, pour tenter de mener avec succès votre siège économique contre l'Iran. Un prix du pétrole plus bas donne aux États-Unis le temps d'essayer d'attendre plus longtemps que l'Iran. Mais nous avons vu une hausse du prix du pétrole. Et Bessent a déclaré aux journalistes, « Aujourd'hui, nous avons constaté une hausse soudaine des prix du pétrole, dont je ne comprends vraiment pas la raison. » which I really don't understand the reason for. I believe that's the first time we've heard Bessent. Je crois que c'est la première fois qu'on entend Bessent admettre, reconnaître qu'il n'a aucune idée de ce qui se passe. Putain. Je pense qu'il n'a plus aucun levier. Il manipule le prix du pétrole. Il a tout tenté. Il a fait tout ce qu'il pouvait. Pas seulement sur le pétrole, mais aussi sur les marchés obligataires, les taux d'intérêt, le yen. Il a fait tout ce qu'il pouvait. Il en est maintenant au point de dire « je n'ai aucune idée ». Les gars, je n'ai aucune idée de ce qui se passe. Voilà une idée. Monsieur le secrétaire au Trésor, pourquoi ne pas simplement conclure un accord avec l'Iran, accepter leurs exigences et revenir à l'époque où le détroit d'Ormuz était ouvert? Pourquoi ne pas faire ça? Géopolitiquement, c'est impossible. On comprend. On comprend. Mais est-ce que la meilleure façon d'arrêter cette catastrophe économique qui approche à toute vitesse, ce ne serait pas simplement d'admettre que ça n'a pas marché? Vous n'avez même pas besoin d'accepter les conditions de l'Iran, pour être tout à fait honnête. Vous pouvez simplement tout abandonner. Laissez tomber. Laissez l'Iran et Oman régler ça entre eux. Et comme Trump le dit toujours, de toute façon, nous n'utilisons jamais le détroit d'Ormuz. Ce n'est pas ce que Trump répète sans cesse. De toute façon, nous ne l'utilisons jamais.
Alors, si c'est le cas, laissez simplement l'Iran, Oman et les pays qui doivent utiliser le détroit d'Ormuz et qui en dépendent, les Européens, les pays d'Asie, la Chine, régler ça eux-mêmes. China, let them figure it out. That's Scott Bessent, everybody. Voilà, Scott Bessent, tout le monde, le secrétaire au Trésor et le vice-président, J.D. Vance. Il était sur Newsmax et on l'a interrogé sur ce jeu d'attente avec l'Iran, le jour J du siège économique. Vance a déclaré que les États-Unis n'avaient aucune idée du temps que prendrait leur pression économique sur l'Iran. Cela pourrait prendre une semaine, 3 mois ou davantage, a-t-il dit à Newsmax. Vous savez, c'est toujours difficile à prévoir. Et honnêtement, ce n'est pas vraiment notre priorité, a déclaré Vance. Ils sont sous une pression énorme. Cette pression nous aide à atteindre notre objectif, faire en sorte qu'il n'ait pas l'arme nucléaire, a ajouté le vice-président américain, qu'il puisse tenir quelques semaines, quelques mois, ou peut-être plus longtemps. Or possibly longer, the U.S. Vice President added. It's a bit hard to read because of the sun. C'est un peu difficile à lire à cause du soleil. C'est beaucoup plus facile à lire à l'ombre. Toc toc, qui est là? Les États-Unis. Who's there? Les États-Unis qui? The United States. Les États-Unis. The United On ne sait pas combien de temps il faudra attendre qu'Iran cède. Je viens d'inventer ça. Enfin bref, oui, ça pourrait prendre une semaine, un mois ou quelques mois. Vance dit que l'Iran est sous très forte pression. C'est le cas. Il n'y a aucun doute là-dessus. Ce serait irréaliste de dire qu'ils ne sont pas sous pression. Mais vous savez qui est sous encore plus de pression? L'administration Trump. Elle est sous davantage de pression. Ils ont les élections de mi-mandat en novembre. En novembre, ça ne se présente pas bien. They've got midterms in November. It's not looking good. It's not looking good at all. Trump's approval rating is Ça ne s'annonce pas bien du tout. Le taux d'approbation de Trump baisse très vite. Certains sondages suggèrent même que son taux d'approbation pourrait tomber dans les 20%. Oui, je dirais que les États-Unis sont aussi soumis à énormément de pression. Lâche l'affaire, mec. Lâche l'affaire. Lâche l'affaire. Oublie ça. Vous avez vu Rocky 2? Vous vous souvenez de ce film, Rocky 2? Quand Apollo Creed veut faire le match retour contre Rocky, l'entraîneur d'Apollo lui dit, il dit au champion, tu es le champion, tu n'as pas besoin de ça, on n'a pas besoin de ça, lâche l'affaire, oublie ça, lui dit-il. Oublie ça, tout simplement. Qu'est-ce qu'Apollo Creed a fait? Il a décidé de faire quand même le match retour. Enfin bref. Bon, allez, faisons quelques mondes de clones, et on pourra conclure la vidéo de ce vendredi. and we can wrap up today's Friday video. And the first clown world is courtesy of Et le premier épisode du Monde des clones nous est offert par le Premier ministre polonais, M. Donald Tusk. Donald Tusk. Donald Tusk. Oh là là, Donald Tusk. Mais qu'est-ce que vous racontez, mon gars? Qu'est-ce que vous racontez? Donc Tusk, dans une déclaration sur Nord Stream, accuse l'Allemagne d'être responsable du désastre de Nord Stream, parce qu'elle a construit Nord Stream. Voilà le nouveau précédent. Voilà les nouvelles règles, tout le monde. Donald Tusk a déclaré « Ne rejetez pas la faute sur ceux qui ont fait exploser Nord Stream. Ils ne devraient pas être couverts de honte, a dit Tusk. Ce sont ceux qui ont construit Nord Stream. L'Allemagne ne devrait certainement pas poursuivre ceux qui, alors que leur pays avait été attaqué et que la Russie s'était révélée être l'agresseur, ont entrepris des actions d'une nature ou d'une autre. Undertook actions of one kind or another. I believe that the people who should be ashamed are not those. Je pense que ceux qui devraient avoir honte, ce ne sont pas ceux qui ont saboté Nord Stream 2, mais ceux qui l'ont construit. Alors ce sont les nouvelles règles, hein, Tusk. Ce n'est pas celui qui fait exploser quelque chose qu'il faut blâmer, qui devrait avoir honte. Ce sont ceux qui l'ont construit. Ce sont les nouvelles règles. Vous êtes sûr, Donald Tusk, de vouloir vous en tenir à ça? Vous êtes sûr? Vous avez réfléchi à ça? Donald Tusk n'est pas le couteau le plus affûté du tiroir. Ça, c'est certain. Je n'arrive pas à croire qu'il ait dit ça. Je n'arrive pas à croire qu'il ait dit ça. C'est une logique tordue, complètement folle de la part de Donald Tusk. Ne blâmez pas celui qui l'a fait exploser. Blâmez celui qui l'a construit.
Blame the person that built it. The more I think about it, the more I'm starting to Plus j'y pense, plus je me dis, vous savez quoi? Ça pourrait bien être un sérieux candidat au moment le plus absurde de l'année. D'accord, ce sont les nouvelles règles. Compris, compris. Zelensky sanctionne le dessin animé russe Masha et Mishka, officiellement sanctionné par le Gobelin Vert. Je pense que le Gobelin Vert est jaloux de Masha, ou peut-être qu'il est jaloux de l'ours. Je ne sais pas, peut-être des deux. Il sanctionne le dessin animé, les producteurs. Tous ceux qui sont derrière ce dessin animé sont désormais sanctionnés par l'Ukraine. Et on a l'armée allemande qui utilise des emballages de kebab pour recruter des gens dans l'armée, surtout dans les unités médicales de l'armée. Mais des emballages de kebab avec des messages leur demandant de rejoindre l'armée allemande. Une seconde. D'accord. One sec. Loud music. Beaucoup d'actualités. Alors oui, si vous êtes en Allemagne et que vous mangez un kebab, profitez de votre kebab. Finissez votre kebab. Regardez l'emballage. Je suis sûr qu'il y a un code QR dessus, ou quelque chose comme ça. Qui sait? Peut-être que vous pourrez rejoindre la guerre de 2030 contre la Russie. Mangez votre kebab et allez au front. Mangez des insectes et allez au front. Bref, ça nous vient d'Allemagne. Et encore un exemple de monde de clones. On en a beaucoup aujourd'hui. Celui-ci vient de la télévision suédoise. Je crois que la chaîne, c'est SVT. Il faisait un reportage en Ukraine. Et pendant ce reportage en Ukraine, comme par hasard juste derrière eux, un Ukrainien était contraint de monter dans l'un des fourgons du TCC pour être envoyé au front. Vans to be sent to the front lines. Right as they were recording their TV segment. Au moment même où ils enregistraient leur séquence télé sur le Gobelin Vert, ce phare de la démocratie et des droits de l'homme, qu'est-ce qu'ils ont obtenu? Ils ont obtenu l'armée en train de contraindre un homme, contre son gré, à partir au front. D'abord, il doit aller en Allemagne pour s'entraîner. Ensuite, il a une possibilité de s'échapper. Mais s'il ne s'échappe pas, alors il part au front. Donc on verra comment la télévision suédoise va présenter ça. Je suis sûr qu'ils trouveront un moyen de le présenter à leur façon. Bref, c'est la vidéo, tout le monde. theduran.locals.com. Nous sommes sur X, nous sommes sur Rumble, nous sommes sur Telegram. Retrouvez-nous sur Substack. Tous les liens sont dans la description ci-dessous. Allez sur la boutique The Duran. Prenez quelques produits dérivés. Le lien est aussi dans la description ci-dessous. Et mettez un gros j'aime, explosez le bouton hype et abonnez-vous à cette chaîne. J'ai tout fait tous demain. Swings. Tomorrow. Take care.